Bien, bonjour à tous, bienvenue donc sur ce tutoriel donc en dynamique et traitement des signaux. C'est donc un tutoriel qui est à destination donc, des ingénieurs et chercheurs qui souhaitent s'initier ou perfectionner en fait, sur les problématiques de lecture et d'analyse fréquentielle. Donc là, on va voir le corrigé du tuto numéro 1, donc c'est le quiz numéro 1. Sur les représentations temporelles et fréquentielles. Le préalable en fait à cette formation, c'est d'avoir quelques petits souvenirs sur la décomposition en série de Fourier, sur la transformée de Fourier au sens intégral, et éventuellement un peu sur les distributions, fonctions et distributions. Donc si vous n'avez pas déjà fait l'exercice ou téléchargé donc, le fichier, je vous invite à aller donc, sur le site suivant pour télécharger l'exercice et vous l'imprimer pour faire en version papier. Donc sur ce site, vous allez donc dans le dernier item, donc fichier, et là vous allez trouver donc notamment ce quiz ici, dans lequel on va retrouver donc 15 représentations temporelles, 15 représentations fréquentielles. L'objectif étant d'établir en fait la correspondance entre ces signaux et donc de remplir le tableau au final qui est ici. Voilà, donc ce tuto ne porte que sur la première partie du quiz et donc sur ces correspondances temporelles fréquentielles, donc sur les deux premières pages. Donc je commence le tuto. Donc les signaux en question, donc les voici. On va commencer comme premier signal par celui qui est en haut à droite dans le côté temporel. L'objectif, je le rappelle, étant de faire la correspondance entre ces 15 signaux donc, représentés sur la partie gauche dans le domaine temporel et puis les 15 signaux représentés sur la partie droite qui sont leur représentation fréquentielle. Sur cette représentation, donc on a une sinusoïde classique. L'avantage sur des sinusoïdes finalement, c'est que on a déjà toutes les informations dans le domaine temporel. Donc la transformée de Fourier, au final, ne va faire que conforter les informations qu'on va déjà pouvoir glaner sur une lecture temporelle. Donc la période de ce signal, donc si on regarde un peu l'échelle de temps ici, on s'aperçoit qu'on a une période environ toutes les 0,1 secondes. On a par ailleurs un offset du signal, un signal centré autour de 3, et puis avec une oscillation donc, qui va de 2 jusqu'à 4, donc une amplitude de 1. Et donc, ce que l'on sait, c'est que cette transformée de Fourier nous donne une composante continue. La composante continue, c'est simplement quelque chose qu'on va retrouver à 0 Hz. Et puis, normalement, donc, cette période de 1 dixième de seconde va nous donner une fréquence de 10 Hz, et donc on devrait retrouver un pic à 10 Hz. Ce pic ayant l'amplitude du signal, donc une amplitude de 1 divisé par 2. Donc, et ça, on va retrouver ça sur le signal suivant, donc, qui est représenté donc, sur la figure qui est en bas à gauche, côté fréquentiel. Et donc, on retrouve bien donc, notre offset d'amplitude 3 et puis cette amplitude de 1,5, donc située à 10 Hz. Deuxième signal que l'on se propose de corriger, donc, qui est celui-ci, sur lequel donc, on a donc, quelque chose d'assez classique dans les représentations des signaux périodiques, à savoir une fréquence fondamentale, et puis des choses, des pics, des Dirac qui vont être proportionnels, qui vont donc à un entier près, à la fréquence du fondamental. Donc là, ici, on a une fréquence fondamentale qui est autour de 30 Hz, et puis on va retrouver quelque chose autour de 90, etc. Là, en effet, on s'aperçoit au passage que le double n'est pas présent, c'est-à-dire que l'harmonique 2 n'est pas présente, comme toutes les harmoniques paires. Là, on va voir sur ce signal que la fréquence fondamentale et les harmoniques impaires. Ça, c'est tout à fait significatif des signaux périodiques, et ce signal périodique, en fait, il est tout simplement présent donc, sur la figure qui est ici,
et qui, en termes de fréquence fondamentale, donc on va retrouver cette période du signal, à savoir, en gros, là, sur un dixième de seconde, on va avoir à peu près 3 périodes. Donc, un dixième de seconde, 3 périodes, ça nous fait une fréquence qui est autour de 30 Hz. On retrouve bien cette fréquence qu'on avait tout à l'heure, autour de 30 Hz. Et puis, une décomposition en série de Fourier, donc avec différents Dirac répartis dans le domaine fréquentiel qui correspondent simplement à ce signal rectangulaire. Alors, on a un autre signal rectangulaire dans le panel. Ici, ce signal rectangulaire, en fait, le voici. Alors déjà, au niveau de sa période, on a cette fois-ci une période qui est environ de 1/10 de seconde, donc on retrouve une fréquence fondamentale de 10 Hz. Donc on va s'attendre à avoir un pic à 10 Hz et puis des harmoniques impaires qui vont ressortir, donc 30, 50, etc. Et puis l'autre point remarquable, c'est que cette fois-ci notre signal n'est pas centré en 0, il est centré en 3, donc on attend une composante continue, donc à 0 Hz. Donc dans le domaine fréquentiel. Et ça, en fait, on va retrouver ça donc, sur la figure suivante, qui se situe donc, ici. Donc l'amplitude de 3 donc, sur la composante nulle en fréquence, composante continue, donc la moyenne statistique du signal, et puis la fréquence fondamentale à 10 Hz et les harmoniques impaires. Le signal suivant qu'on se propose de regarder, c'est un signal qui est composite également et qui va avoir deux composantes fréquentielles. Alors la particularité de ces deux composantes fréquentielles, c'est qu'il y en a une qui est en gros autour de 3 Hz et une autour de 30 Hz. Alors on peut regarder ce signal de plusieurs façons. Déjà, un premier point, c'est que cette superposition de deux composantes sinusoïdales, eh bien, on la retrouve par exemple sur ce signal-ci. Alors, ce signal peut être vu comme la superposition de deux signaux, un sinusoïdal donc à basse fréquence. Globalement, sa fréquence, on va pouvoir la déduire de la période de ces vagues-là. Donc là, on est en gros autour d'une période tous les 0,3 secondes, donc on est autour de 3 Hz. Et puis on va placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc période intérieure à cette période. Donc on est bien autour de 3 Hz et 30 Hz. Point remarquable, on a la dynamique du signal à haute fréquence et d'amplitude plus grande que celle qui est à basse fréquence où on a une oscillation d'amplitude moindre par rapport à la dynamique du signal. Donc ça, en fait, on va le retrouver donc, sur ce signal que l'on avait identifié ici. Donc petite composante à basse fréquence et grande composante à plus haute fréquence. Alors un autre signal qui lui ressemble beaucoup, puisqu'en fait on va avoir exactement les mêmes fréquences, donc les 3 Hz et puis quelque chose autour de 30 Hz, enfin 29 Hz, sauf que cette fois-ci les pics sont inversés. En fait. Donc on a une grande composante à basse fréquence et une petite composante à haute fréquence. Et ça, en fait, on va le retrouver sur cette figure-ci, où la dynamique basse fréquence se fait à une amplitude relativement forte, et puis dynamique haute fréquence avec une amplitude moindre. Donc voilà pour ces compositions donc, de signaux, de superposition de signaux. Le signal suivant est également une superposition. Donc on va avoir une somme de deux signaux. Donc là cette fois-ci on a un signal rectangulaire auquel on vient sommer un signal sinusoïdal. Alors le signal rectangulaire se situe plutôt à basse fréquence, puisque ici encore on est autour de 3 Hz avec une période environ de 0,3 secondes.
et on va placer également une dizaine de périodes du signal sinusoïdal dans ce signal rectangulaire. Donc, principe de superposition, hein, qui reste valable bien sûr pour cette transformée de Fourier. Donc on va s'attendre à avoir donc une décomposition en série de Fourier pour le signal périodique rectangulaire, donc basé sur une fréquence fondamentale autour de 3 Hz. Donc on va retrouver 3 Hz, 9 Hz, etc. Et puis à une fréquence plus élevée, environ 10 fois plus que 3 Hz, on devrait retrouver donc une composante fréquentielle isolée. Et ça, on va retrouver ça sur cette toute première représentation des spectres. Donc on a une fréquence donc, à 3 Hz, les harmoniques, et puis là, tout seul, on a un pic isolé de cette famille, et qui correspond tout simplement en fait, à la sinusoïde que l'on a identifiée donc, en superposition au signal rectangulaire. Autant pour moi. Ensuite, on a également une superposition, donc sinus plus signal rectangulaire, qui est représenté ici. Donc cette fois-ci, en fait, c'est le signal sinusoïdal qui lui est à basse fréquence, et puis un signal rectangulaire qui lui est à plus haute fréquence. La période de notre fréquence, de notre signal sinusoïdal, elle est toujours de 0,3 secondes, donc autour de 3 Hz. Et cette représentation, on va la retrouver donc à ce niveau. Alors où est-elle? Elle est représentée donc ici. Donc on retrouve donc notre signal sinusoïdal, très basse fréquence, et puis notre signal ici qui se décompose toujours, donc, suivant les termes de la série de Fourier. Donc signal suivant, alors quelque chose qui ne ressemble pas à grand chose, puisqu'en fait c'est un signal aléatoire, ce qu'on appelle aussi un bruit. Là en l'occurrence il s'agit d'un bruit blanc gaussien, mais bon c'est pas forcément visible sur cette représentation temporelle. Et la représentation fréquentielle qui en est faite est ici. Donc on retrouve quelque chose d'assez chahuté. Alors il y a d'autres modes de représentation de ces signaux aléatoires. On aura l'occasion en fait, de revenir dessus sur d'autres tutoriels. Le point remarquable, c'est la seule représentation qui soit faite avec une échelle logarithmique. Toutes les autres représentations sont faites avec des échelles linéaires, façon de pouvoir faciliter les lectures d'amplitude. Donc, partant de ce signal aléatoire, on a un autre signal qui est assez chahuté également. Donc, c'est ce signal-là, on devine en fait une composante sinusoïdale qui vient se mêler donc, dans ce signal aléatoire. Donc, on est bien sur le cas d'un signal sinus plus bruit, avec donc une fréquence du signal sinusoïdal qui est située autour de 10 Hz, puisqu'on a une période de 0,8 secondes environ. Donc on le devine plus qu'on en est certain de ce signal sinusoïdal. Et donc quelque chose qui serait bruité avec une composante à 10 Hz, on va retrouver ça dans nos représentations au niveau de cette figure-ci. On voit notre composante donc, à 10 Hz, et puis l'herbe qui pousse au pied du spectre, voilà, eh bien c'est significatif tout simplement du bruit blanc qui était ajouté au signal temporel, donc sinusoïdal. Alors point remarquable quand même, c'est un des gros avantages des représentations fréquentielles, c'est que notre signal sinusoïdal qui finalement était difficilement visible dans le domaine temporel, là on est beaucoup plus au niveau de la représentation fréquentielle, puisqu'on a un pic qui se détache très nettement du fond du spectre. La raison est simple, c'est qu'en fait toute l'énergie du signal est concentrée sur une seule raie dans le domaine fréquentiel, alors que le signal aléatoire, lui, il est étendu dans le domaine temporel et également étendu dans son contenu fréquentiel, ce qui lui donne en fait un niveau apparent visuel moins important en tout cas que celui qu'on observe dans le domaine temporel. C'est tout l'intérêt d'étudier des signaux périodiques
donc au moyen de la transformée de Fourier, permet de détacher en fait le côté périodique déterministe du signal par rapport aux composantes aléatoires qui peuvent se greffer sur le signal. Autre signal qui est également bruité, qui se trouve donc ici. Donc on est toujours sur un signal relativement périodique, plus bruit. Cette fois-ci, on est sur un périodique complexe. On a gardé notre signal rectangulaire. Et bien de la même façon, on va retrouver une décomposition donc, qui conduit à une décomposition en série Fourier, plus donc, un fond de spectre avec le R qui pousse au pied. Signal suivant, donc la figure qui est ici, donc, qui est un signal périodique un peu particulier, et en fait là on a également une décomposition donc, qui peut être vue sous forme d'une série de Fourier ou également comme la somme de deux signaux sinusoïdaux, mais qui ont une relation de proportionnalité entre elles. Et ça, en fait, on le voit au niveau du spectre grâce donc, à la figure centrale ici. Pareil, si vous allez regarder les périodes, vous verrez que la période du signal correspond à cette période par seconde, donc 7 Hz. Et puis, on a l'harmonique 3 qui ressort et qui traduit en fait, ce côté pas parfaitement sinusoïdal du signal. Figure suivante. Donc, ce signal-ci, qui finalement est assez significatif de ce que l'on peut observer sur un marteau de choc, un marteau d'impact. Donc un signal assez court, donc on est sur un transitoire court, et en première lecture, en première approche, on pourrait dire que ce signal pourrait être estimé par une simple fonction porte qui va durer environ 5 millièmes de seconde. Alors, la transformée de Fourier de la fonction porte, donc c'est le sinus cardinal. Le sinus cardinal a un lobe principal donc, qui est en 2 sur tau, tau étant la durée d'une fonction porte. Et là, ici, en l'occurrence, on a parlé de 5 millièmes de seconde. Donc, ce qui nous fait 1 sur tau, ça nous fait 200 Hz. Donc, on attend un lobe principal de 400 Hz qui va s'échelonner de moins 200 Hz à plus 200 Hz. Bon, là, on a fait le choix de n'avoir que des représentations dans le spectre des fréquences positives. Et donc, on devrait voir ce sinus cardinal qui, en amplitude, devrait nous faire ressortir donc, le lobe principal et les lobes secondaires. Et voilà, c'est une approximation, donc on n'est pas exactement sur un sinus cardinal, mais on retrouve bien cette notion de lobe principal et de lobe secondaire qui sont ici. Donc, ce qui est intéressant lorsqu'on va utiliser ce type de signal pour réaliser des chocs sur les structures et faire de l'analyse de structures, c'est tout simplement le fait que globalement, entre 0 et 150 Hz, on a l'essentiel du contenu énergétique du signal, ce qui permet de venir exciter la structure sur une bande de fréquences qui va nous permettre de caractériser des modes propres ou des comportements particuliers que l'on cherche à identifier sur un système. Autre signal, on va retrouver un certain nombre de similitudes. Celui-ci peut être décrit de la façon suivante. On peut dire que c'est un signal pour cette partie centrale qui est sinusoïdale et qui donc a été multiplié par une fonction porte. Donc on a une multiplication scalaire entre un signal sinusoïdal et une fonction porte. Donc si on fait la transformée de Fourier de cette multiplication, on va se retrouver avec un produit de convolution. Produit de convolution donc, entre deux Dirac qui vont venir de la fonction sinusoïdale, donc en plus Z0 et en moins Z0, avec une fréquence ici, cette période pour un dixième de seconde, on est une fréquence de 50 Hz, et puis sur une porte qui elle a une durée en gros de 0,15 secondes. Donc on va avoir du 1 sur tau, la largeur du lobe secondaire, qui donc, est de l'ordre de 7 Hz environ. Donc on s'attend à faire le produit de convolution entre un Dirac qui est à 50 Hz
et un sinus cardinal dont les lobes secondaires ont environ 7 Hz. Et ça, en fait, on va retrouver cette configuration sur la figure, donc en bas à droite, de représentation fréquentielle, ici. Donc ce produit de convolution entre une fonction sinus cardinal représente ici en module, donc avec un Dirac à 50 Hz, ça nous fait donc copier-coller de sinus cardinal en 50 Hz, et avec une largeur de lobe secondaire, ici, en 1 sur tau 7 Hz, et puis un lobe principal en 2 sur tau, donc en gros 14-15 Hz. Signal suivant, on commence à tomber sur des signaux un peu plus compliqués. Donc ce signal, globalement, il est de près, en fait, on peut l'identifier comme un signal sur quelques périodes, c'est presque sinusoïdal, sauf que l'amplitude, en fait, elle est modulée. Donc c'est un signal qui est modulé en amplitude, et cette modulation d'amplitude, donc qui peut être vu comme un produit scalaire entre une porteuse qui est notre signal de fréquence et puis une courbe enveloppe, et bien ce produit scalaire, on peut aussi, par décomposition trigonométrique, le formuler sous forme d'une somme, mais là ce qui nous intéresse ici c'est plutôt les effets en fait, de la modulation sur les représentations fréquentielles. Et là, en l'occurrence, donc cette modulation, elle conduit tout simplement donc, à la représentation suivante, donc, qui est ici, où là, en fait, Fourier nous redécompose la somme et on s'aperçoit qu'on a une fréquence centrale qui correspond tout simplement à notre porteuse, et puis la modulation a été faite avec deux composantes sinusoïdales, puisqu'on va retrouver la fréquence centrale, le Fp, donc la porteuse, et puis deux fréquences F1 et F2, où là, ce pic-là est à Fp plus F1, et là, Fp plus F2, et là, pareil, Fp moins F1, Fp moins F2. Donc ça, c'est une propriété graphique qui mérite d'être retenue, c'est que toute modulation d'amplitude conduit à des représentations symétriques autour d'une fréquence centrale. C'est un point important qui permet d'identifier donc la notion de modulation d'amplitude, ou même de modulation en général, cet aspect symétrique autour d'une fréquence centrale. Alors on a une autre figure qui est, autant pour moi, bon, ça sera coupé. Donc on a une autre figure, je vais revenir là-dessus. Donc on a une autre figure qui donne une figure symétrique également. C'est la suivante. On retrouve cette notion de fréquence centrale, mais cette fois-ci, en fait, sont venus se dupliquer en fait, un certain nombre de Dirac qui sont espacés régulièrement. Et cet écart en fait, est également significatif d'une fréquence. Et là, cette fois-ci, en fait, on n'est plus sur de la modulation d'amplitude, mais de la modulation de fréquence. Et cette modulation de fréquence, on l'a ici, donc dans le domaine temporel, avec une amplitude qui est constante, et puis cet effet d'accordéon sur le signal sinusoïdal qui traduit en fait l'évolution de la fréquence au cours du temps. Donc ça, ce phénomène, eh bien, se traduit tout simplement par des Dirac, donc espacés régulièrement autour d'une fréquence centrale, de la fréquence porteuse. Et puis les enveloppes sont des fonctions de Bessel, un peu plus difficiles à démontrer, un peu plus long en tout cas, que la notion de modulation d'amplitude. Donc voilà, pour ce résumé rapide donc, du corrigé de ce premier quiz. Donc pour ceux qui ont eu le temps de tout noter, voilà le résultat donc, des correspondances qu'il fallait établir. Donc ce petit quiz et puis ce petit tuto en fait, ont pour vocation de servir de tremplin pour aller un petit peu plus loin, sachant que l'objectif étant d'aller vers l'étude de signaux un peu plus compliqués, donc de signaux réels, vers l'étude de systèmes, linéaires et non linéaires. Et pour ça, donc, on propose un certain nombre de formations pour aller se perfectionner sur ces différents points. Bien, bah, écoutez, cette session donc, est terminée. Donc, à bientôt donc, sur le tuto suivant.
Voilà.